Merci à Bokar et à toute son équipe du festival Nekalante. Peut-être s'arrêter quelques secondes sur le mot, parce qu'il est important en ces périodes où le monde est en pleine confusion humaine. Nekalante, qui est une expression wolof qui veut dire je suis seulement si vous êtes. Votre vie m'incombe et ma vie vous incombe. Donc il est important aujourd'hui que ces concepts de solidarité, d'humanité soient rappelés, soient promus par des jeunes de tous bords. Et félicitations et beaucoup d'encouragement. Pour revenir sur la thématique, Bokar m'a demandé de parler un tout petit peu, d'évoquer les expressions urbaines au Sénégal. Pas simple comme thématique. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'écrits récemment. Les chercheurs se sont intéressés énormément à cette question des expressions urbaines pour essayer de les cerner. C'est ce que nous allons essayer de faire aussi. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu au mot-clé dans cette affaire qui est l'urbain. Comment est-ce que ici, dans notre espace immédiat, dans nos communautés, l'urbain est perçu? Comment l'urbain est nommé? Et j'ai découvert, et c'était quand même très étonnant, de voir que ça englobe deux mots si on voyage d'une communauté à une autre. Je prends d'abord l'expression chez la langue majoritairement parlée qui est le Wolof, où pour nommer l'urbain, on le lie au béton. On le lie à l'endroit du solide. On dit Réoutar, l'endroit, le lieu du béton. Ça peut se comprendre aisément parce que la grande majorité de cette communauté, elle pratique la pêche, ce sont des pêcheurs. Et pour qui connaît un peu le système d'habitat de ces villages pêcheurs, je vais nommer Wakam, Ngor, Yoff, ce sont des populations qui, encore en 2018, ont un problème terrible avec l'aménagement contemporain. Ils sont dans le concept du village, avec des rues très étroites, avec un passage d'une concession à une autre, complètement en opposé de ce qu'on peut voir quand on parle d'aménagement moderne. Donc eux, ils sont dans l'urbain chez eux, qui étaient dans la précarité parce que les pêcheurs habitaient d'abord sa pirogue. Ils passaient beaucoup plus de temps dans sa pirogue et du coup l'espace qui est sur Terre, c'est un espace éphémère, c'est un espace de l'instant où on vit, où on dort peut-être et après on bouge pour aller vers d'autres eaux où la pêche pouvait être plus fructueuse. Donc, ils avaient un rapport à la précarité de l'habitat, ce qui fait que quand il s'agit de nommer l'urbain, ils ont vu les lieux où les gens se posent. Ça, c'est d'un, et ce n'est pas anodin. L'autre concept important pour moi et qui est lié à l'urbain, il faut aller la chercher chez nos parents peuls, qui ont une façon incroyable de nommer la ville. Ils appellent ça Wuro. Si je veux traduire, Wuro, c'est le lieu où on respire, c'est le lieu où on n'est pas mort, c'est le lieu où on vit, c'est le lieu où il y a du mouvement. Et ça peut se comprendre parce que, au même titre que les pêcheurs, les Peuls sont aussi dans l'habitat précaire. Ils sont nomades, ils bougent d'un point à un autre. Le lieu de se poser, très souvent, c'est aussi un espace précaire, c'est aussi un espace simple, c'est aussi un espace d'un instant. Et ce qui fait que la ville, l'urbain n'existait presque pas dans leur imaginaire parce qu'ils étaient dans la nomadité. Et pour eux, la ville, c'est le lieu où
où la communauté se pose, c'est le lieu où la communauté vit, c'est le lieu où la communauté n'est plus en mouvement économique avec le pâturage agricole, mais en espace de vie. Donc nous voyons clairement que l'urbain, le concept existe ici, liant la sédentarité d'un côté avec le béton, le solide, et la vie de l'autre côté avec la respiration, le mouvement, ce qui n'est pas anodin. À propos de la thématique, les expressions urbaines, évidemment, je le traite du point de vue des esthétiques. Pour moi, c'est aussi une entrée très intéressante, même s'il peut y avoir d'autres. Je pars du principe qu'un peuple, une communauté qui nomme le beau, pour moi, c'est une communauté accomplie, du point de vue de la civilisation. Parce que le rapport à l'esthétique qu'un peuple peut avoir, pour moi, il est essentiel pour construire le commun, pour être dans le sens du quotidien. Comment est-ce que le beau est nommé dans nos communautés? On part, comme tout à l'heure, sur les deux langues majoritairement parlées qui ont rapport avec les autres minorités linguistiques. Je prends l'exemple du Wolof, par exemple. En Wolof, pour nommer le beau, on dit Rafetna. Et Rafetna, en fait, c'est un glissement de Raftalna qui, dans la racine, fait référence au frémissement. C'est comme pour dire, à chaque fois qu'un individu est en rapport avec le beau, il sort d'un état de somnolence vers un état du vivant. C'est ce frémissement-là que la langue Wolof prend pour nommer tout ce qui est émerveillement. C'est magnifique. Quand on comprend, si on se réfère aux travaux de Cheikh Diop et d'autres linguistes, que ce sont des langues qui ont été parlées environ 2500 avant Jésus-Christ. C'est pas hier, c'est pas avant-hier. Donc que ces communautés puissent nommer le beau et le porter dans un quotidien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors chez les Peuls, c'est encore plus surprenant parce que le rapport à l'esthétique est très lié au bien-être, à la santé. Il a un rapport avec le cœur. Quand quelqu'un ne va pas bien, on dit chez les Peuls Kopia Rafi. Littéralement, ça veut dire qu'il ne frémit plus, qu'il est insensible à la beauté, son cœur ne réagit plus à l'étonnement, son cœur ne réagit plus à la beauté. Donc c'est quand même étonnant que ces peuples-là, 2500, 3000 avant Jésus, puissent être dans ce rapport à la vie, dans ce rapport à l'esthète. De mon point de vue, un des indicateurs d'amabilité chez un peuple, pour moi, c'est ce rapport à la beauté, et il est réglé dans nos communautés depuis très très longtemps. Alors sur les expressions, elles sont diverses bien évidemment, des arts dits visuels à ceux dits de la scène, en passant par l'art, les arts de la rue, incluant la parole publique, l'architecture, etc. Nous sortons d'une édition 2018 de la Biennale de Dakar. Ça, c'est pour la partie art visuel. Une rencontre étonnante de multiples propositions qui nous est venue du monde entier et qui a été très très bien appréciée. Mais la spécificité de cette édition, c'est pour une première fois, on a créé un pavillon Sénégal. Ce n'est pas anodin. Un pays indépendant depuis 1960 qui est dans la mouvance du contemporain depuis tout ce temps, arrive en 2018 à se poser et à faire une sorte de rétrospective, s'il n'est pas exhaustif, de qu'est-ce qu'a été ce rapport au visuel. Et une très très belle expo à laquelle d'ailleurs Bokar a présenté un travail. En 2 temps, on peut voir comment nous sommes passés de l'admiratif à une approche très politique de la chose. L'admiratif, c'est ce rapport à la contemplation, ce rapport à la décoration,
Quand on prend les premières peintures sous verre appelées fixées ou sous verre, où c'était des représentations de guides religieux, de scènes du quotidien, que certains qui avaient les moyens se payaient pour faire de la déco. On a prolongé du point de vue de la photo, par exemple, avec un premier rapport très colonial, parce qu'il fallait se faire photographier pour les besoins d'une identité, d'une carte d'identité, etc., à cette seconde étape où les gens prenaient du plaisir à se faire photographier, parce que, évidemment, nous sommes un peuple esthétiquement très fier et très beau. Et se faire prendre en photo, c'était à la limite très narcissique, parce que nous nous savons beaux et belles, et il y avait ce rapport à l'image que ce peuple-là a et continue d'entretenir. Et des photographes de renom continuent à faire ce travail magnifique. Je veux parler des Touré Béyan, des Touré Mandimori, Mamadou Gomis, Matar Ndour, etc., Fatou Kandé Senghor, une génération qui continue à prolonger un peu ce rapport à l'image. D'ailleurs, il n'est pas... Si on regarde comment est-ce que, par exemple, en langue wolof, comment est-ce qu'on nomme la photo, c'est assez étonnant d'ailleurs à voir en photo. Pour nommer la photo, en wolof, on dit natal, qui est une déformation de natatle. Natatle, en fait, si on me prend en photo, l'image, ce n'est pas moi, c'est un instant de moi. On est presque dans les approches de Barthes, qu'il développe dans la chambre claire. L'instant de la photo, ce n'est pas moi. Et c'est exactement ça que les Wolofs utilisent pour nommer la photo. Natatle, on se compare à, on se mesure à, mais on n'est pas ce qui est là. C'est ce qui est quand même assez étonnant. Toujours du point de vue de l'admiratif, quand on va chez nos parents Peuls, la décoration, c'est quelque chose qui est avec leur quotidien. On sait que les Peuls, c'est une population nomade. Ils bougent beaucoup, mais ils ont des objets du quotidien avec lesquels ils se déplacent. Très souvent, c'est souvent des ustensiles de cuisine. C'est un petit gobelet en bois ou en petit métal. C'est un bol importé parfois de Chine. Voilà, ce sont des objets, c'est entre calebasse et petites nattes. Et ces objets, pour les garder, on ne pouvait les garder que dans la chambre, ce qu'on appelait la chambre, et ils étaient accrochés. Ils étaient bien mis en valeur. Et ça, c'est un rapport c'est au-delà de la conservation pour des raisons de sécurité, on était peut-être consciemment ou inconsciemment, dans un désir d'aménager, de faire beau l'espace où on reste le temps de la pause nomade. Donc on voit ce prolongement de ce rapport qui va de l'admiratif à quelque chose de beaucoup plus politique, et c'est ça le second volet. Et c'est là où peut-être les choses sont assez complexes et pas souvent étudiées à fond. C'est la musique. Cette musique c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas eu un prolongement des expressions musicales françaises au-delà des indépendances. Il y en a eu très très peu, et de façon étonnante, il y a beaucoup plus eu une influence latine, et on ne sait jamais d'ailleurs comment ça s'est passé, comment est-ce que cette rupture a pu se faire de façon systématique, et que des influences soient beaucoup plus de la salsa, et au lieu d'être un prolongement de la musique dite française. Donc ça, je pense que sous ce rapport-là, les expressions ont fait preuve d'une appropriation de la chose. Voilà une musique importée ou sous influence, mise à la sauce locale pour donner une musique latine, mais complètement sénégalaise.
La salsa made in Sénégal est quelque chose de très atypique et quelque chose de très ancré au-delà du rythme à une réalité sonore de ce pays parce qu'intégrant toutes les influences de toutes les communautés. Ça c'est d'un. L'autre rapport qu'on peut faire tout de suite, mais on va y revenir, c'est le rapport à la danse, l'affranchissement aussi du système de ce qu'on appelait le bal occidental, où c'est un couple à deux qui dansent, et tout de suite on est passé avec l'introduction de la rythmique dansante de la sonorité de nos peuples, on est retourné au cercle, qui est l'espace d'expression par nature de nos communautés. Et donc, du coup, c'est rapidement devenu des soirées dites sénégalaises, où c'est un cercle qui se crée au sein de ces boîtes qu'on appelait boîtes de nuit, où la danse reprend sa forme sous son rapport, disons, traditionnel. Ça, c'est d'un. Et d'ailleurs, à ce propos, si on fait un rapide clin d'œil aux cultures urbaines, voilà aussi une approche d'appropriation que les cultures urbaines ont pu faire, comme un peu ce que la musique sénégalaise a fait avec la salsa. Être sous influence, prendre le produit, se le mettre à la sauce sénégalaise et en faire quelque chose de très made in d'ici. Donc c'est un peu le process que les cultures urbaines ont fait. Mais un rapport qui n'est pas très approfondi et pour moi qui est un sujet de recherche très pertinent, qui pourrait être un sujet très pertinent, c'est ce que nous appelons communément la musique moderne sénégalaise ou la musique traditionnelle sénégalaise. Commençons d'abord par son aspect traditionnel, dit traditionnel. Ce que nous est transmis, ce qui nous est parvenu, elle n'est pas très représentative de la musique populaire sénégalaise. Pourquoi je le dis? Parce que celle qui nous est parvenue, en tout cas dans sa grande majorité, c'était une musique de cour. C'était une musique royale, c'était l'holodatif, un tel, fils de tel, fille de tel, ta maman s'appelle comme ça, ton père s'appelle comme ça. C'était très généalogique et c'était les griots qui chantaient la cour. Et on a envie de se demander, mais et le peuple dans tout ça? Quelle était la musique du peuple? Ben, cette musique du peuple était simplement, si on peut utiliser une expression moderne, censurée, ou bien repoussée, limitée dans des espaces très confidentiels. Et elle était, c'est peut-être dû à ce rapport que cette expression populaire avait avec le corps, parce que c'était une musique, c'est une expression musicale très sensuelle. C'était très tourné vers le corps, c'était très tourné vers les intimités, c'était aussi très tourné vers la dérision. C'était aussi très tourné vers le descriptif, un peu comme nous le verrons avec le théâtre tout à l'heure. C'était une musique du bas peuple qui voulait être au-delà des préoccupations des politiques et faisait une musique qui leur était propre, qui leur était très intime. Donc c'était une musique très sensuelle. C'est le tassou, et qui est dans sa forme féminine, et dans sa forme masculine, c'est le tahuran. Tassou, si on veut en voir l'étymologie, c'est se libérer, c'est se lâcher, c'est se donner. Et c'est un peu ce que le tassou fait dans ses textes, c'est un dévoilement d'une intimité. D'ailleurs, le rapport avec les cultures urbaines n'est pas inintéressant, parce que dans son expression, le tassou n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin de sa voix et d'être créatif. Le hip-hop le rap n'est pas loin de ça. Et s'il y a besoin d'accompagnement, les instruments sont très simples. C'est un bout de calebasse, c'est un bout de peau, c'est un bout de métal qui fait office d'accompagnement, comme on peut avec le mouvement hip-hop, où on peut, avec très peu, faire de grandes choses. Ces expressions du peuple étaient aussi marquées par leur caractère très dénonciateur, je l'ai dit tout à l'heure. Et en ça, ils ont aussi un rapport avec les cultures urbaines, avec le rap notamment, qui est dans une démarche d'opposition à l'autorité, à l'existant, par la satire ou
une expression plus ou moins agressive verbalement. L'autre aspect il n'est pas inintéressant d'ailleurs de voir comment est-ce que, aujourd'hui, en tout cas jusqu'au début des années 70, ce désir du pouvoir d'antan qui était royal et qui aujourd'hui est républicain, comment est-ce que ces tentatives d'étouffement, d'isolement de cette expression, on en a connu avec Senghor par exemple, grand poète de la négritude, historien, etc., et tout ce qu'on veut, qui à un moment, quand la chanteuse Mada Thiam, qui est une de nos grandes cantatrices décédée aujourd'hui, avait créé une œuvre en hommage à son mari. Son mari était chauffeur, et Mada, dans un de ses textes, d'ailleurs que Senghor a censuré gentiment, donc la version qui nous est parvenue, c'est la version, disons, aseptisée. Mais dans la version originale, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, je traduis, toi, Ablaye Niar, mon mari, manœuvre-moi comme tu manœuvres ta voiture. Et l'enfant qui naîtra de cela, nous l'appellerons Ariane, en référence à la fusée Ariane ou une marque de voiture qui portait le nom d'Ariane. Vous voyez, c'est très évocateur, très sensuel. On sort l'intime de sa chambre pour le proposer au grand public. Et ça gênait un peu le politique. Ce qui est quand même très étonnant parce que Senghor a beaucoup chanté la femme dans sa nudité. Mais peut-être le dire en français est plus pudique que de le dire en wolof. L'autre expression qui est peut-être, disons, appelons ça théâtre, parce que même si au début c'était peut-être tout à fait ça, mais dans sa forme, ça a une proximité. Le comédien, comme on peut le voir dans le statut actuel, il n'existait peut-être pas. Peut-être bien que si, peut-être bien que non. Mais ce qu'il y avait, c'était des citoyens qui faisaient rire, qui faisaient beaucoup rire. Parce que le rire est dans le quotidien de ce peuple. Le Sénégalais, c'est un peuple qui rit beaucoup. C'est un peuple qui a un rapport au rire qui est énorme. Et peut-être ça nous sauve aussi de pas mal de choses. Donc la représentation, elle était soit dans la caricature, soit dans la dérision, soit dans la représentation de quelque chose qui a existé et qu'on veut raconter sous une forme scénique. Mais c'est un théâtre qui s'est d'abord beaucoup appuyé sur le rire dans ses premières expressions pour ensuite faire de l'historique, etc. Donc c'est ce rapport-là au rire, peut-être qu'on peut marquer si on veut évoquer tous les aspects liés à la représentation scénique du point de vue du théâtre. Alors, les autres formes scéniques qu'on peut avoir aussi et qui sont liées à l'urbain, on va en citer quelques. Dont les plus en vue, c'est peut-être le jeu du folion, hein, qui est appelé Simb, qui est une expression très urbaine aussi, parce que liée à la représentation et qui a une histoire plus ou moins de résistance, parce que il se dit que du temps de la colonisation, la communauté de Lébou étant très rebelle parce que c'était elle la propriétaire de Dakar, les sols leur appartenaient quand le colon est venu, etc. Il y a eu toute une histoire et les rapports ont toujours été très tendus. Et comme il y avait beaucoup de manifs, de rassemblements, de résistance, le colon avait interdit toute mobilisation du public. Il n'était autorisé que lors des décès. Et il paraît que c'est là, pendant les décès, que le code qui fait la poésie des chants du folion sonnait. C'était très codé et seuls les initiés pouvaient se comprendre. Et on se passait beaucoup de messages à l'occasion de ces cérémonies de deuil, et après qui sont représentés, qui ont été repris dans le jeu du folion. À côté, il y a après ce qui est le plus connu au Sénégal, c'est le sabar aussi, qui est une des expressions majeures
parce que lié au tam-tam, lié au rythme, qui a deux déclinaisons. Il y a une partie diurne qui est appelée sabar, ça se passe en journée, et il y a un penchant nocturne qui s'appelle tanber. On reviendra tout de suite sur ces deux notions. Le sabar d'abord, le rapport à la langue. Danser en Wolof se dit fetch. Et fetch, pour traduire, c'est délier. En dansant, on délie le corps. En dansant, on se libère. En dansant, on lâche des mouvements. Vous voyez que la façon de nommer ces choses liées à l'esthétique, pour moi, chez un peuple, c'est quelque chose de très très fort. Et le penchant nocturne de ce sabar, on l'a dit, le sabar ça se passe en journée, le penchant nocturne c'est le tanber. Si en journée il n'y a que les femmes qui étaient concernées par l'activité, au soir c'était quand même assez différent parce que les hommes étaient invités. C'était un moment du défilé, c'est un moment où les jeunes filles avaient la possibilité d'avoir un mari. Et d'ailleurs, les hommes étaient invités pour choisir, d'où le nom Tanber. Je choisis et je conserve. Tanber, c'était des expressions diurnes et nocturnes, mais qui sont dans une dynamique très, très urbaine, dans le sens de l'espace du solide, de la sédentarité et de l'espace de la vie. Les autres expressions urbaines liées à la représentation scénique, c'est aussi les chants qui ont un aspect très, très spirituel. Ça se passe souvent les jeudis soirs, où ceux qui connaissent un peu le Sénégal, ils savent un peu toute l'activité spirituelle qui est autour des baïfals et des chants religieux de ces jeudis, qui est quelque chose de très ancré et qui influence énormément d'ailleurs les expressions musicales contemporaines. À côté, il y a aussi le wazifa qui est très lié à la communauté, à la confrérie Tidjane. C'est les chants des jeudis soirs qu'on entend qui fusent des mosquées. Et c'est aussi de la musicalité qui est très liée aussi à cet espace du solide et de la vie. Il y a une expression aussi qui m'avait beaucoup marqué, qui malheureusement, je pense, a presque disparu. Ça s'est passé dans le Fouta. Le Fouta qui est une terre très spirituelle. Aujourd'hui, il est inimaginable que ces activités-là puissent revivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelait le Guéo. Le Guéo, c'était un peu des battles entre quartiers, entre villages, où on se regroupait avec des équipes composées de différentes personnes aux profils très différents. Il pouvait y avoir des lutteurs, il pouvait y avoir des poètes, mais aussi des talibans. Les talibés, c'était des élèves coraniques. Et à chaque fois, comme le cercle est repris, et c'est des battles entre villages autour d'un combat de lutte, ou bien autour à qui récitera le mieux tel verset du Coran. Donc, vous voyez, on passe tout de suite du Coran, on peut passer à la lutte. De la lutte, on peut passer à la musique. C'était très mixte et c'était très vivant. En tant que jeunes, nous avons beaucoup appris de ces pratiques-là, qui malheureusement aujourd'hui, du fait que le religieux est confiné dans sa sacralité, on ne veut plus le mêler à ces histoires du monde. Et je pense que c'est vraiment à tort que ça se fait. Et l'une des grandes disciplines aussi qui marque aussi beaucoup les expressions urbaines sénégalaises, c'est le cinéma et l'audiovisuel. On n'a pas besoin de faire de l'historique, on va juste nous arrêter à deux aspects essentiels. C'est comment ce cinéma-là, au-delà de sa pratique technique, qui est universelle, comment est-ce qu'ici, on a réussi à en faire un produit made in Sénégal. Quand on voit les films de Sembène, les films de Mambéty, c'est dans la façon de raconter, dans la façon de poser le propos et de le construire, c'est très de chez nous. C'est très de chez nous parce que la parole, elle est dans l'évocation d'eux, elle est dans l'allusion, elle est toujours englobée dans une sorte de... C'est même pas de la pudeur, elle est énigmatique, voilà. Elle est énigmatique, c'est pour dénoncer, c'est pour amplifier des valeurs qui sont très ancrées
dans ce peuple du Sénégal. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas étonnant que ce cinéma reprenne du poil de la bête et se pose petit à petit comme une des disciplines dans lesquelles nous sommes les plus fiers. Et aussi qui bénéficie un peu de toute cette diversité, parce que ce pays-là aussi aujourd'hui, c'est le pays de toutes les rencontres. Toutes les communautés africaines sont là, toutes les communautés du monde, et les artistes arrivent à puiser un peu de toutes ces ressources-là pour simplement faire quelque chose de beau et de contemporain. Vous voyez donc de façon assez ramassée, disons-le, on voit comment toutes ces disciplines naissent et se déploient en s'inspirant, en puisant dans cette terre très fertile des imaginaires de tous ces peuples. Et la responsabilité justement d'un artiste de cet espace-ci qu'est le Sénégal, c'est de se dire, mais comment est-ce que je dois continuer à me nourrir de toute cette richesse-là qu'il faut d'abord comprendre, qu'il faut d'abord découvrir, parce que si on ne va pas à sa rencontre, on ne la rencontre jamais. Donc comment est-ce que je peux, moi en tant qu'artiste, aller à la découverte de ce patrimoine-là, de cette richesse-là qui est mienne, mais qui appartient aussi au monde, pour justement, partout où on va évoquer de la création de qualité, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Paris, à New York, à Tokyo, à Beijing, qu'on puisse répondre présent de façon très significative. La dernière partie sur laquelle Bokar m'avait demandé d'intervenir, c'est un peu lié aux structures, aux infrastructures. On n'a peut-être pas grand-chose à dire. Depuis Senghor, je pense que le souci de disposer de ces lieux de diffusion qui sont aux normes, je pense que ça a toujours existé entre le Théâtre Sorano, le Musée Dynamique, etc. Il y a eu pas mal d'initiatives. Mais ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que des acteurs indépendants, dits indépendants, donc qui ne sont pas de l'État, sont en train de mettre en place des lieux de création, de production et de diffusion. Ça complète un peu les efforts consentis par les différents gouvernements qui sont passés, depuis Senghor, Diouf, Wade et aujourd'hui Macky. Comment est-ce que l'État essaie d'accompagner un peu la mise en place de ces lieux. L'autre partie de ce dispositif, c'est au niveau des structures. Mais qui porte tout ça? Oui, l'État définit la politique, mais il y a des acteurs très très dynamiques qui, à l'échelle du pays, arrivent à entreprendre, même si c'est difficilement. Ils initient des projets, ils les déroulent et ils essaient de les dérouler très bien. Même si on peut constater une insuffisance de la ressource humaine compétente pour faire du mieux que ça peut être toutes ces activités-là. Donc on n'a pas à se plaindre, il faut encore continuer à se former, ce qui est en train de faire Bokar. Et d'autres jeunes qui soient sur place ou ailleurs essaient de se renforcer pour qu'au retour, qu'ils puissent proposer quelque chose de meilleur. Voilà en gros, de façon très, bon, je l'ai dit tout à l'heure, très ramassée. Je sais que, voilà, j'en ai peut-être trop dit, peut-être pas trop assez. Ce qui était important ici, c'est de rappeler que cette richesse que nous revendiquons aujourd'hui en tant que Sénégal, elle n'est pas que sénégalaise. Elle se nourrit, elle s'ouvre à toutes les influences et de façon très positive, nous prenons les choses, nous les absorbons et nous les rendons pour en faire un made in dont nous sommes très 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 fiers. Donc je pense que le festival Nekalante est dans cette dynamique-là, en initiant une phase aller et une phase retour. Je pense qu'on arrivera à construire un Nekalante du monde, parce que, comme j'ai dit au début, Nekalante, c'est rappeler à l'autre que ma vie vous incombe, mais que la vôtre aussi m'incombe, et comme ça nous sommes dans un système solidaire et très humain. Merci beaucoup.